vraiment ravi de t'avoir sur notre podcast. Enchantée. Ouais, enfin enchanté, on se connaît un petit peu. C'est vrai. Via Julia d'ailleurs, un gros dédicace à Julia, très sympa de nous avoir mis en relation. Julia de Partech, avec qui tu es proche, et moi que j'ai découvert grâce au métier de VC. Ouais. Donc, là, tu es je dirais la 4e personne qu'on reçoit sur ce podcast, vraiment sur le format employé de startup. Bon, j'en parle un peu dans les autres podcasts, mais juste pour remettre un petit peu le contexte, ce podcast, il est vraiment fait pour les gens qui se projettent dans une aventure entrepreneuriale, dans une aventure de premier employé de startup au tout début. Donc, des startups de 1 à 10 employés. C'est une typologie de métier assez particulière dans laquelle tu n'as pas vraiment de fiche de poste et c'est tout souvent très opaque pour les gens de l'extérieur de bien comprendre ce métier. Et donc le but, c'est d'interviewer, d'échanger avec des gens qui sont dedans sur différents profils. On a fait beaucoup de profils très founder associate, quelques profils aussi très tech. Toi, tu as un profil plutôt ops. Bon, Ouais. évidemment aussi, il y a du founder associate, tu as un petit peu de tout dans ton profil. Mais en tout cas, très très cool de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Peut-être pour commencer, 2 mots sur toi. Donc, comment tu t'appelles, je pense qu'on sait, mais la startup que tu as rejointe, ton rôle au sein de cette startup. Et après, on pourra partir sur l'adolescence. C'était quoi Qu'est-ce qui qui te m'a motivait, motivée etc. Ouais. Ouais, et bah Héloïse, du coup, enchantée Héloïse Rod. J'ai 26 ans et je suis actuellement Ops et un peu différentes casquettes. Ça peut prendre différents noms, Founder Associate, Ops Manager, bras droit, un peu tout ce qu'on veut parfois, un peu un melting pot. Chez Pimster depuis 2 ans. J'ai rejoint ça après mes études et voilà. En tant que premier employé, Ouais, ok. en tant que premier employé, ils venaient de lever 2 millions avec Kima et French Founders. Ok. Et en gros, je les ai rejoints à ce moment-là, du coup, premier recrutement. À côté, on avait recruté un tech aussi. Et après, l'objectif, c'était de faire rouler la boîte, quoi. Ouais, De lancer ouais. le projet, pour de vrai. Et donc Pimster, en quelques mots, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Après, on parle évidemment Ouais. de l'évolution de la boîte, mais aujourd'hui, c'est quoi la proposition de valeur? Alors aujourd'hui, au jour où on se parle, c'est l'accompagnement des utilisateurs dans tout leur parcours d'achat, du coup du pré-achat au post-achat. En pré-achat, on vient utiliser en fait tout ce qui est contenu vidéo sur les pages produits pour aider à la conversion et augmenter les taux de conversion et d'ajout au panier des marques sur leur e-commerce. Et en post-achat, on vient en fait refaire le lien entre la marque et les utilisateurs quand ils achètent via leur distributeur. Les marques, elles n'ont aucune connaissance de leurs clients quand ils achètent via des grands distributeurs ou leur réseau de distribution. Et donc, on vient refaire le lien pour faire de la rétention et de la fidélisation entre la marque et l'utilisateur. Ok, très très clair. Pour partir un petit peu sur qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre une startup en premier employé à l'époque où c'était pas forcément trop la mode. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te sollicitent pour en savoir un petit peu plus sur ce métier. Tu as aussi monté avec Victoria qui est venue ici et d'autres gens, une communauté qui s'appelle Early Builders pour acclimater les gens à ce type de métier. C'était quoi, peut-être si on repart au lycée, ton état d'esprit? Est-ce que tu savais déjà que tu voulais travailler dans la tech? Est-ce que tu avais déjà une idée ou pas du tout? Et après, preneur de bien faire tout le chemin jusque Pimster. Allez, petite introspection. Alors, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, vraiment pour être clair. Moi, je viens de Gif-sur-Yvette, du coup, à Vallée-de-Chevreuse, dans un petit grand lycée, mais très plutôt scientifique, tourné vers les médecines, les prépas maths sup, pas trop vers tout ce qui est business, commerce, etc. Et j'étais un peu très hyperactive, pour le plus grand désespoir de mes parents, je pense, et de mes professeurs. Et je voulais un peu toucher à tout. Je voulais faire de la psychologie, je voulais faire de l'archi. J'étais passionnée par tout ce qui était un peu créativité, dessin, etc. Et aussi tout ce qui était maths. Donc, j'avais pas forcément de voie toute tracée. Mais quand même, dans la Vallée-de-Chevreuse et un peu plateau de Saclay, t'as tout ce qui est Centrale Supélec, HEC, CNRS, Synchro Soleil, etc. Qui font qu'on baigne un peu dans un environnement très innovant, novateur, avec tout le temps plein de scientifiques autour de nous. Ça, tu le ressentais au lycée Ouais, déjà? on le ressentait au lycée, parce que déjà, dans l'environnement, tous les parents travaillaient dans ce domaine-là. Okay. Beaucoup de chercheurs, beaucoup d'innovation, etc. Et un lycée très scientifique. Donc, tout le monde allait après faire prépa, maths, etc. Ouais, okay. Et moi, j'avais quand même cette passion un peu géopo, philo, sciences éco, que je voulais garder. Je ne savais pas comment combler tout ça avec les maths. Et puis, j'ai un de mes profs
très marrant, du coup, si jamais un jour il m'écoute, qui s'appelle Delaroche, qui m'a dit « Ah, mais va en BL !» Et là, j'avais aucune idée de qu'est-ce que c'était les prépas, qu'est-ce que c'était les BL. Mes deux parents, ils ont fait un G intégré à l'INSA. J'ai une sœur qui a fait PSS médecine. J'ai un frère qui a fait un G. Et du coup, aucune idée de tout ce qui était système des prépas. Je me suis retrouvée à arpenter un peu tous les salons droite à gauche à Paris pour un peu voir les différentes prépas et différentes écoles. Et finalement, j'ai jeté un peu mon dévolu sur prépa ECS, du coup, à l'époque. T'as cassé la tradition de J'ai cassé la scientifique et tradition d'ingénieur scientifique, ouais. au sein de la famille. Mais c'est marrant parce que du coup, dans mon lycée, personne n'avait vraiment fait de prépa ECS, personne n'avait intégré HEC, etc. C'était un monde un peu qu'on découvrait. Et je suis arrivée au lycée Hoche, du coup, Ok. à Versailles, en prépa ECS. Et après, bah. C'est une prépa vraiment réputée. Ouais, c'est une bonne prépa publique, mais où tu évolues dans un cadre en fait hyper. Tu es soutenu par tes professeurs, c'est quand même une classe à chaque fois. Tout le monde s'entraide, j'ai vraiment très bien vécu ma prépa. Tu es accompagné, tout le monde est solidaire. Donc c'était vraiment un environnement très propice à la soif de connaissance, toujours apprendre, se challenger et en même temps s'entraider, être là pour les uns pour les autres, etc. Et grosse charge de travail quand même. Ouais, mais bon, ça on aime bien. Je pense que un peu une dominante dans à la fois prépa, HEC, même les métiers de Ops ou premier employé, jeune start-up. Je pense qu'il y a un peu un côté un peu maso de tu marches à l'adrénaline, tu marches au stress, tu marches à un peu la pression de la galère. Tu galères tout le temps, mais t'es là et t'adores ça. Et dès que tu réussis, t'es trop content alors que bah, t'as essuyé beaucoup de plâtre. Mais voilà, très satisfaisant. Et après, donc la prépa, ça te permet je suppose, d'avoir un énorme bagage culturel, enfin, t'engranges plein de connaissances, etc. Ouais. Tu te poses pas encore de questions sur l'après. Enfin, t'es vraiment dans le, ok, faut que je travaille bien pour avoir une bonne école, et après, je réfléchirai à ce que je veux faire, ou t'avais déjà des petites idées? Non, j'avais pas forcément de petites idées. Je savais que je voulais quand même travailler pas mal dans la tech, ou en tout cas dans un peu deep tech à l'époque. Okay. Très maths, j'adorais les maths, et j'adore toujours les maths. Et surtout, petite anecdote, j'avais aussi tout ce qui était pour créer un peu des projets artistiques quand on était soit au troisième, soit au lycée. Je regardais toujours les CES à Las Vegas pour me dire « Ah, mais c'est trop stylé, ils arrivent à créer des nouveaux trucs, ils innovent plein de choses. » Et c'était à chaque fois des choses un peu spectaculaires. Et je m'en inspirais pour mes projets, soit artistiques, soit juste avoir des nouvelles idées de start-up, etc. Et je me mettais à créer des petites choses, à me dire « Ça, je suis très impatiente dans la vie. » Et dès qu'il y a quelque chose qui me frustre, ou dès que j'ai un obstacle où je me dis « Je peux aller plus vite, ça, je pourrais faire quelque chose pour que en fait j'ai plus cet obstacle. » Je me mets un peu à imaginer des petites solutions dans le quotidien pour que tout soit le plus efficace possible et le plus fluide possible. Et donc t'avais quand même, parce que le CES, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert au moment de leur carrière, tu vois. Donc si toi dès le lycée / prépa tu t'intéressais à ça, tu savais déjà vers quoi t'allais te diriger? Je savais que j'aimais bien ça, mais c'était plus je peux un peu me prendre de passion parfois. Et une fois que j'ai un sujet, je veux le creuser à fond. En ce moment, moi, j'adore tout ce qui est LLM, mais appliqué à tout ce qui est sales ops ou même tout ce qui est un peu genre la résonance dans les ponts. Enfin, c'est vraiment des sujets très niches. Mais une fois que je suis dans un sujet, j'adore creuser. D'accord, ok. Et après, je passe à un autre sujet et hop, et je creuse autre chose. Du coup, j'avais un peu ça avec le CES où justement, tu découvres plein de nouvelles choses et à chaque fois, je creusais de nouveaux sujets. Et une fois que j'avais l'impression d'avoir fait le tour, même si je pense que tu fais jamais vraiment le tour, hop, je passe à un nouveau sujet. Hyper intéressant. Et du coup, après HEC, et là, c'était un peu, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Mais tu découvres plein de choses. J'avais adoré tout ce qui était cours de supply, théorie de bottleneck, etc. Toujours un peu dans la même vibe, justement, optimiser, avoir le moins de friction possible. Et en même temps, tout ce qui était, je voulais pas forcément me lancer dans un truc assez classique de strat, de finance, M&A, etc. Je savais que c'était des environnements qui me correspondaient pas trop parce que j'avais beaucoup la bougeotte. J'aime bien être tout le temps un peu challengée, un peu le goût du risque, etc. Je voulais pas forcément m'enliser dans une filière un peu classique ou en tout cas un chemin un peu classique. Sachant que c'était quoi, c'était période 2018-2021 2022, ouais. 2022. Donc t'avais une grosse hype autour des startups, plutôt late stage. Je pense pas que t'avais cette idée de rejoindre des startups early, mais les gens pensaient rejoindre des startups comme DataIQ, Algolia et tout. Sûrement HEC T'en avais un petit peu. C'était pas encore aussi répandu qu'aujourd'hui. Maintenant, ça devient quand même beaucoup plus répandu et limite des chemins de carrière se créent et des cours se créent autour de ça.
Mais à l'époque, c'était quand même très orienté finance, strat, marketing, etc. Ok. Et tu n'avais pas encore toute une branche dédiée à l'innovation, à la tech ou à créer son business. Tu pouvais avoir des cours à côté, mais c'était toi qui choisissais de les prendre et ce n'était pas dans le tronc commun. Là où aujourd'hui, de plus en plus, comme tout ce qui est sustainability, ça devient des cours de tronc commun dans le cursus. Ok. Et à l'époque, du coup, je voulais faire plutôt du VC. Sauf que c'est toujours très compliqué de un peu trouver un stage en VC quand tu n'as pas d'expérience en VC. Souvent, ils demandent une première expérience au moins en start-up ou autre. Et je me suis dit, OK, on va faire le premier côté de la pièce. On va aller voir en start-up. Je voulais rejoindre une petite start-up qui était à la Station F. Je voulais rester dans un petit écosystème, forcément un gros truc, pour un peu toucher à tout et faire un peu comme un graduate programme, mais à l'intérieur de la start-up et voir un peu les différentes filières. Du coup, j'ai rejoint IOLab à ce moment-là. À l'époque, on appelait ça business ops, quelque chose comme ça. Et en fait, je faisais vraiment... Ils font quoi, IOLab? C'était quoi un peu le stage de la startup Ouais, c'était... ils n'ont jamais levé. Mais ils sont incubés par L'Oréal à Station F. Et en gros, c'était analyse de tout ce qui est les ventes des grosses marques sur leur marketplace, du coup Amazon, etc. Et tout ce qui est analyse du grey market. Le grey market, c'est en fait des revendeurs qui ne sont pas autorisés par ta marque, qui vendent à ta place des produits sur des marketplaces. Okay. Et en fait, tu as une énorme perte de chiffre d'affaires parce que ils se font des marges soit plus importantes ou alors ils cassent tes marges. Mais par contre, l'expérience derrière est médiocre et en fait, ça vient nuire à ta marque, ça vient nuire à tes marges et à nuire à ton chiffre d'affaires. Et du coup, nous, les aider à justement scraper toute la marketplace où on trouvait leurs produits, identifier les revendeurs qui n'étaient pas autorisés à vendre leurs produits et après conclure des partenariats avec Amazon pour justement dire tel revendeur n'a pas le droit d'être là, il nuit à nos marges, il nuit à notre image de marque, enlevez-le de la marketplace. Okay. Et on a été capable de calculer aussi le chiffre d'affaires qu'ils perdaient sur les marketplaces. Et, du coup, on faisait ça. Et chez eux, je faisais tout ce qui était au début du sales. J'ai commencé par le sales. Et je trouve que c'est une très bonne école. Je recommande à tout le monde qui veut un peu faire de la start-up, qui est du côté business, de faire du sales au début. Parce qu'en fait, sinon, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas vendre ton produit. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne comprends pas tes interlocuteurs. Parce que les sales, ça reste quand même une pierre un peu angulaire d'une start-up. Sans eux... ton produit, t'as beau avoir un super produit, si t'arrives pas à le vendre, tu le vends pas. Et ta boîte, elle va pas réussir. Et après, j'ai bougé en accompagnement des clients et un peu de développement de produits, développement de fonctionnalités. Et en fait, je co-crée avec les équipes tech des nouvelles fonctionnalités par rapport aux produits d'Amazon, etc. pour les marques. Ok, tout ça en 6 mois, du coup. Ouais. Ouais. Et surtout, j'avais aussi une partie après accompagnement. Ils hésitaient à lever des fonds et du coup, on rencontrait les invests, accompagnement pour la levée de fonds, tout ce qui était business plan aussi et tout ce qui était partie finance, strat de positionnement du pricing, etc. Donc, tu as été vraiment hyper exposé sur ton premier stage de césure. Ouais. Je suppose que c'est ce qui t'a plu pour la suite. Et en plus, c'était une boîte, parce que je suis en train de regarder, c'était une boîte qui, même dans la description que tu en fais, c'était déjà une boîte qui était sur une problématique de retail. Ouais. Donc, tu savais déjà que c'était le secteur qui te ferait kiffer, ou c'est le fait que ça se soit bien passé dans cette boîte-là qui t'a amené chez Pimster et après non, je savais que j'aimais bien ça. En fait, moi, j'adore tout ce qui est un peu paradoxe et cassette. Et je trouve que le retail, c'est un peu le paroxysme et le paradigme des paradoxes. Tu as des consommateurs qui veulent consommer toujours plus équitable, toujours plus, mais en même temps plus économe, avoir leurs produits le plus rapidement possible, tout en essayant d'avoir une conscience un peu écologique ou de consommation. À côté, tu as des marques qui vendent à 90% avec des distributeurs des coûts d'acquisition qui sont à plus de 200% sur leur e-com, mais aucune connaissance client et en même temps leur directeur e-commerce leur demande de valoriser la boîte par rapport au CA en fonction, en fait. Maintenant, tu as un phénomène qui est valoriser et pondérer le CA par rapport à ce qui vient du D2C et ce qui vient du B2B. Parce que le CA qui vient du D2C est beaucoup plus valorisé. Tu connais ton client, tu peux faire de la rétention par rapport à un CA qui vient du B2B, D2C, parce que tu n'as aucune connaissance dessus. Et donc, il y a tout ce petit écosystème qui est là, qui ont plein de challenges différents et très personnels. Et tu dois composer avec tous ces paradoxes de... tu as un client sur deux sur Vinted qui achète aussi sur Shein, tu as les marques qui veulent réduire leurs coûts et en même temps augmenter
leur marge tout en réduisant le risque. Enfin, Et tu as plein de challenges, même avec la réglementation sur les cookies tiers qui exactement, disparaissent. exactement. Ouais. Tu rajoutes Ok. ça te fait un petit triangle infini où Il y a toujours des trucs là. toi, tu es là au milieu et tu dis, OK, il faut que j'arrive à composer avec tout ça en même temps. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant. C'est un marché historique, un peu vieux, que tout le monde connaît ou en tout cas semble connaître. Et en même temps, tu as toujours des éléments qui viennent bousculer ce marché, toujours plein d'innovations qui viennent un peu chambouler les règles. Et je trouve que tu t'ennuies jamais dans un marché qui semble historique, mais en fait hyper important. Et donc, je savais que j'aimais bien ce domaine-là. Je savais que je voulais travailler là-dedans, parce que je trouve ça complexe et intéressant. Donc, je suis allée vers IOLAB. Et après, comme ça m'a plu, ça a un peu conforté mon idée de vouloir continuer sur cette tendance. Qu'est-ce qui t'a surpris dans cette expérience chez IOLabs, vu que c'était ta première expérience? On a toujours cette appréhension quand on débute dans le monde professionnel de se dire ok, ça va être du corporate, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, est-ce que je vais pouvoir être moi-même? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont agréablement surpris, ou c'était ce à quoi tu t'attendais en rejoignant la boîte? Ce qui m'a agréablement surpris, c'est un peu l'autonomie qu'on m'a laissée et la confiance qu'on m'a laissée. Je pense de par un peu, déjà, peut-être la personnalité que je renvoyais, à vouloir un peu prendre en charge des sujets, à vouloir être un peu autonome et assez efficace sur mes sujets. Et en même temps, je pense aussi un autre facteur, c'était l'école et le diplôme. Forcément, ça renforce une confiance naturelle auprès des managers. Et du coup, on m'a laissé autonome sur des sujets tellement importants pour la boîte. Décider du pricing, tu te retrouves à décider d'un pricing pour une boîte, quoi. C'est quand même, voilà, je me retrouvais à diriger les meetings et accompagner les dirigeants de L'Oréal Monde, L'Oréal Europe, Coty, etc. Des groupes, mais énormes. Tu parles à des directeurs innovation qui sont basés à Hong Kong, en Allemagne, etc. Et tu es là, tu as 22 ans, tu leur parles et tu es en mode, ok, là, il faut que je sois sereine, faut que je montre une bonne image de la marque et en même temps être fine dans mon analyse, être fine dans mes datas, dans la valeur que je leur apporte. Et donc, c'est toute cette responsabilité où je me suis dit, ok, ça, c'est un environnement que j'aime bien. Je veux garder ça et je veux pas être quelqu'un de planqué. J'ai rien contre les gros groupes ni contre toute forme de boîte, mais je voulais pas être quelqu'un de planqué, ce que moi j'appelle un peu des fat cats. C'est des chats que tu changes de coussin ou tu changes de crémière ou tu changes de céréales, enfin de croquettes. Ils s'en fichent, ça sera toujours la même chose, ils vont avoir train-train, dodo, etc. Moi je voulais pas être un fat cat dans un gros groupe. Je voulais vraiment être sûr que n'importe quelle action que je fasse, elle ait un impact, que ce soit positif ou négatif, mais en tout cas qu'il y ait de la valeur ajoutée à ce que je fais et que ça change quelque chose dans la boîte, quoi. Ok. Et donc, à la base, donc ce premier stage, c'était vraiment pour te permettre d'aller en VC. Ouais. Tu vas ensuite chez Alven, ouais. mais tu vas sur leur practice plutôt Ops. Ouais. Est-ce que c'est parce que ça t'a tellement plu que tu t'es dit, ok, je veux faire ça dans plein de boîtes? C'était quoi la réflexion derrière ça? Ouais. Bon alors, déjà concrètement au début, j'ai passé aussi des cas pour être VC analyste, classiquement. Et en fait, j'avais quand même bien aimé tout ce qui était accompagnement post-investissement dans les startups et dans ton portfolio. J'avais rencontré pas mal de monde qui travaillait dans ça et je me suis dit, ok, j'aime bien, je connais pas. C'est un métier que je connais pas. Dans tous les cas, moi, dans ma tête, je m'étais dit peut-être que je vais faire du VC plus tard. Donc, j'aurai l'opportunité après de faire du VC. Là, j'ai une opportunité de faire du Ops. Allez-y, j'y vais, je découvre et on verra bien. Ça a été un peu plus mitigé que ce que je pensais parce qu'en fait, faut être assez clairvoyant. La relation entre la boîte, sa stratégie de déploiement, comment ils investissent et où ils investissent l'argent qu'ils viennent de lever, etc., reste quand même beaucoup l'apanage des investisseurs, des VC. Et la relation, en fait, elle se construit quand même beaucoup avec le VC, avec l'investisseur et les fondateurs, plus que l'équipe opérationnelle qui est là, comme on le dit bien, en support pour aider plus accessoirement, soit sur des recrutements très spécifiques, soit sur des modèles de financement, soit sur des questions très légales. Et donc, c'est ce que je faisais, mais t'es vraiment pas autant que ce que je pensais dans la relation day-to-day entre la boîte et le fond. T'es plus sur du réactif que du proactif. Ouais. Où un t'as peu quand même des des deux. points tout le temps avec eux. Enfin, comment ça? Non, t'as pas des points tout le temps avec eux, mais c'est plus tu leur apportes de la valeur, soit par des benchmarks, soit par des best practices, etc. Et parfois, ils ont des demandes de recrutement très spécifiques, et dans ces cas-là, on vient chercher dans le réseau du bouche à oreille, ou alors ils ont ils ont besoin de recommandations s'ils veulent s'implanter aux US. Du coup, on avait tout un aspect légal de comment ça marche, qui tu dois aller voir, des recommandations de cabinet, etc. pour justement leur expansion. C'est plus vraiment en support
comme un peu son nom l'indique, qu'en proactif. Mais ce qui est marrant, c'est que c'était quand même le sujet de ma thèse aussi après un master. Tu as quand même un phénomène de plateformisation des VC, où beaucoup de VC viennent maintenant créer des équipes Ops et des équipes support pour leurs investisseurs et pour leur portfolio, parce que tu as quand même une valeur et une boucle un peu naturelle positive, qui est que si tu es bien accompagné, forcément tes boîtes et ton portfolio va en parler après à d'autres fondateurs, tu vas avoir une bonne réputation. En plus, s'il y a une bonne synergie avec les analystes ou les investisseurs, ça va venir nourrir un peu une brand du VC qui va faire que de plus en plus de boîtes vont être aussi OK et volontaires pour partir avec toi sur une term sheet ou pas. Et justement, c'est un plus pour l'image du fonds, mais c'est pas un élément non plus rédhibitoire. Donc pour toi, c'est plus un argument pour gagner des deals que vraiment permettre au VC d'être plus performant. Ouais, ce genre d'équipe. Je pense que les deux se nourrissent, mais tu avais quand même des chiffres, du coup, dans la thèse, enfin dans mon mémoire, tu avais quand même des chiffres qui montraient que les fonds étaient plus performants quand ils avaient une équipe Ops, mais c'était pas un élément rédhibitoire s'ils n'en avaient pas. Ok, donc peut-être qu'ils sont plus performants justement parce qu'ils arrivent à convaincre les entrepreneurs. Ouais, c'est vraiment une boucle vertueuse où après tu viens, tu ramènes les meilleurs fonds, enfin les meilleures startups. Forcément, tu as aussi un accompagnement et des services à côté qui sont un plus par rapport à d'autres fonds. Et ça te crée ta réputation, ça te crée ton accompagnement qui est beaucoup plus solide que si tu n'avais pas forcément des équipes plateformes. Après, c'est mon avis personnel, je pense que je me ferais challenger dessus, mais avec plaisir, je pourrais envoyer toutes mes recherches. Mais voilà. C'était une équipe de combien chez Alven sur l'équipe Ops? Sur l'équipe Ops, on était 5. Du coup, il y avait RH, finance, market et légal, et moi. Et voilà, on travaillait sur les 4 pôles. Ok, clair. Donc tu fais ça pendant 6 mois. Ouais. Et après, il se passe quoi? Enfin, preneur de bien comprendre comment tu atterris chez Pimster. C'est quoi ta réflexion après cette année de césure? Est-ce que tu dis, bon, maintenant j'ai envie de faire du VC? Est-ce que tu dis, l'Ops c'est fait pour moi, j'ai envie de le faire dans une startup early? C'est quoi ta réflexion? Du coup, après cette expérience, je me suis dit, ok, il me manque un peu un côté très concret à mon métier et je veux, il y a toujours un peu ce côté très créateur, faire quelque chose de mes mains. Et je me suis dit, je veux retourner dans l'opérationnel, mais pur dans une startup. Donc à ce moment-là, après ma césure, je pars en master, avec mon master XHC, entrepreneuriat. Et là, à ce moment-là, j'avais quand même l'idée de créer ma boîte. Avec 2 autres camarades, on veut créer notre boîte. C'était dans la health tech. C'était une boîte qui s'appelle Elephant, qui proposait en fait des programmes de thérapie digitale pour les adolescents et les enfants. Ça existe pour les adultes, ça existe aux US pour les enfants. C'est basé sur ce qu'on appelle des TCC, c'est des thérapies cognitives et comportementales. Mais ça n'existait pas en France pour les adolescents et les enfants. Donc on s'était mis à créer ça avec des spécialistes, des psychiatres, des psychologues, etc. C'était un énorme déficit en France de l'accompagnement des troubles du comportement pour les enfants, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Mineurs, ça peut être troubles du sommeil, et majeurs, l'autisme, etc. Il y a un grand manque d'accompagnement. Parfois, il y a des enfants qui attendent 3 ans avant d'être pris en charge. Et donc, on s'est dit, OK, on veut aider les parents, on veut aider les enfants, les accompagner avant qu'ils soient pris en charge de manière continue par des psychiatres et des psychologues, en leur proposant du coup une application avec des thérapies digitales pour justement soulager cette attente et avoir des premiers soins. Sauf que... C'est intéressant ça, parce que moi, dans ton parcours sur les césures et tout au sein de HEC, j'avais en tête que tu étais plus en mode, ok, je sais que j'ai envie d'être Ops, j'ai envie de m'améliorer dans ce métier-là. Ouais. Mais en fait, tu avais aussi l'envie d'être entrepreneur. Et donc, c'était quoi? Tu as fait ces expériences-là pour te dire, au moment où je monterai ma boîte, ça me servira? Ou c'était pas du tout dans cette optique-là, et le fait de devenir entrepreneur et de monter ta boîte, ça s'est fait d'un coup? Ça s'est un peu fait aussi avec le master, parce que t'es un peu dans une bulle où tu rencontres énormément de personnes, énormément d'entrepreneurs qui te guident comment monter ton business. C'était XHEC? Ouais. Comment créer ton business, etc. Ouais, ok. Et il y a tellement une émulation que tu t'éprends pour un sujet et t'es en mode, ok, ça j'ai envie de le tester, j'ai envie de lancer ma boîte, j'ai envie de voir ce que ça donne.
Et après, au sein de cette boîte, j'avais quand même le rôle de Ops et un peu aussi la casquette CEO, si on peut dire. Tout ce qui est un peu produit, Ops, donc ça rejoignait un peu ce que j'aimais déjà. D'accord. Ok. Mais il nous manquait un peu de complémentarité. On avait des profils assez similaires. Il nous manquait un peu un profil très médical pour un peu appuyer nos propos. Enfin, même si on était accompagné et conseillé par des biotech, il nous manquait quand même un profil très médical. Et surtout, on avait un business model où nous, on voulait que ça soit pour le plus de monde possible, pas que pour les CSP+. Du coup, on avait déjà un premier plafond qui était le business model propre, et en même temps un peu des signaux du marché en France avec, à l'époque, Allen Baby qui fermait sa business line. On s'est dit, bon, on va mettre en pause. Peut-être que dans 5 ans, ça marche aux US en ce moment. On a toujours 5 ans de retard un peu avec les US. Bon, peut-être que dans 5 ans, on pourra relancer le truc. On verra. On en voit pas mal en ce moment de business comme ça, parce que tu sais, tu as le remboursement par la sécurité sociale. Je sais pas si c'était le cas à l'époque déjà. Non, ça se mettait en place. Des séances de psychologie et de psychiatrie. Ouais, tu sais, en fait, c'est du digital therapeutics. Donc, là, la boîte que j'ai vue qui faisait ça, c'était plus sur de l'ADHD. Ouais. Ils permettent aux médecins de suivre leurs patients et du coup, la start-up se fait payer, le patient se fait rembourser et le médecin se fait payer aussi par. Ouais, mais je pense que ça va venir. Hein. On va voir l'explosion bientôt. Et puis ça devient tellement des sujets, des enjeux quand même au cœur de la société que ça va prendre une place beaucoup plus importante. Mais en tout cas, il y a 3 ans, c'était pas le bon timing. Et vous l'avez tiré jusque où ce projet ? Jusqu'à fin du master. On l'a commencé début du master, fin 2022 du coup. Ok. Et après, j'arrête le projet. Déjà, c'est pas facile forcément de. J'étais un peu la première à glisser le mot comme quoi j'étais plus forcément sûre de vouloir continuer, que c'était peut-être pas le bon moment, qu'on manquait un peu d'un élément ou d'une complémentarité au sein de l'équipe fondatrice. Et c'était pas forcément une conversation très facile à avoir. T'es là, tu sais que t'as des doutes, tu t'en parles. Et en fait, il faut être très ouvert et très transparent et dire bon, voilà, on est là, on a tel signaux sur le marché qui nous montrent que c'était pas bon timing. Soyons très pragmatiques sur notre équipe, il nous manque un peu telle compétence, telle expertise. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et vous aviez fait un produit ? Ouais, un prototype de produit sur Figma, quoi, comme tout le monde. Mais non, on avait des pages Notion, des thérapies sur Notion. En fait, les gens remplissaient un questionnaire pour un peu identifier quel trouble de comportement c'était. On avait un petit algo qui venait après piocher les différents exercices qui correspondaient au problème, et ça te créait après ta thérapie sur plusieurs jours avec à chaque fois les bons exercices au bon moment. Et donc voilà, et en fait, ce qui était marrant, c'est que du coup, je cherche un peu à bouger. Je savais que je voulais rejoindre une toute petite structure parce que j'avais un peu cette envie quand même d'arriver où il n'y avait rien, de me dire que j'allais apporter quelque chose et d'être autonome sur mes projets. Je voulais pas être trop frustrée, ou en tout cas, je voulais vraiment être créatrice et participer à la boîte. Donc je voulais rejoindre une toute petite boîte. Et du coup, c'est là où j'ai ouï dire de Pimster, ils sont venus me chercher, et après, une histoire de 2 ans a commencé. Comment ça s'est fait la rencontre avec les fondateurs, et comment t'as pris ta décision ? Dans le sens où Victoria et Mouad, qu'on a accueillis ici, ils ont vraiment appliqué des critères de VC, tu vois, sur les boîtes qui rejoignent. Et après, évidemment, ce qui a joué, c'est le fait qu'ils s'entendaient très bien avec les fondateurs. Ouais. Toi, comment t'as pris ta décision ? Est-ce que c'était parce que tu connaissais bien le fondateur, le sujet ? C'est quoi tes critères ? Très original, malheureusement. Mais pour la petite anecdote, c'était marrant. On était au démo day de HEC à Station F pour les boîtes, justement. Et Baptiste m'avait contacté pour du coup, le CEO pour savoir si on pouvait faire une entrevue, se parler, etc., parler de Pimster. Du coup, j'accepte et on se parle entre 2 pitchs. Trop bien, le fit passe trop bien. Pour la deuxième anecdote, la petite parenthèse, je connaissais les 2 autres fondateurs, du coup, Grégoire et Aubry, d'une association qui aide les jeunes de banlieue défavorisés à pas décrocher scolairement et à les insérer dans la vie professionnelle. Tout ça dans le prisme de la montagne, qui est un peu une de mes passions, et je les avais rencontrés dans cet asso. Donc je les connaissais déjà, j'avais déjà fait des week-ends avec eux, j'avais déjà travaillé un peu avec eux dans le cadre de l'association, donc je savais un peu leur fonctionnement, etc. Mais Baptiste, je ne le connaissais pas encore, donc on fait l'entrevue. Et c'était une discussion très informelle au début, juste il me parlait de son produit, je le challengeais, on se challengeait, je lui apportais un peu moi comment je voyais la chose. Il faut savoir qu'à l'époque, la proposition de valeur de Pimster, c'était digitaliser le mode d'emploi. Autant dire un marché qui a ni argent, parce que tu parles aux équipes SAV ou support ou autres,
Tout est fait dans des pays, sur des marchés étrangers, pas forcément là où il y a le siège de l'entreprise. Donc, c'est une galère mais monumentale d'aller trouver les décisionnaires et de leur vendre le produit. Ça met 1 ou 2 ans à être mis en place. Donc, vraiment, pour le coup, marché peu profond et un peu un doute sur ça. Mais en même temps, j'aimais bien la vision qu'ils avaient de manière plus générale d'accompagner l'utilisateur dans toute la durée de vie de son produit, savoir l'utiliser, comment choisir le bon produit par rapport à toi, ce que tu as envie, etc. J'aimais bien leur vision et leurs valeurs. Et je me suis dit, et très complémentaire aussi comme équipe. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas, on fait la conversation. Je sors de l'entrevue et là je vais voir mes potes et je leur dis, c'est marrant, je crois que j'ai passé un entretien, ou alors j'ai fait passer un entretien, je sais pas. Et là je me suis dit, si j'ai cette dualité un peu de, je sais pas si j'ai fait passer un entretien ou je sais pas si c'est lui qui m'a fait passer un entretien, c'est un peu ce duel, c'est que c'est un bon signe aussi parce que t'as une conversation. C'est pas juste tu te déblates un truc et tu te présentes et autres. T'es loin de l'entretien normal pour rejoindre une autre boîte. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, bah, la vision, c'est validé, j'aime bien. Je voulais quand même rencontrer après les 3 fondateurs en même temps pour être sûr. Le fit, ça compte quand même énormément. C'était un deuxième critère. Parce que tu passes quand même, t'es un peu un 4e fondateur, même si t'as pas trop les avantages ni les inconvénients d'être fondateur. Mais tu passes la majorité de ton temps avec eux, tu challenges les idées, il faut savoir prendre sa place, il faut savoir être là, etc. Tu taffes quand même beaucoup. Et justement, il faut se dire que tu t'entends bien avec eux et pas que sur le pro ou pas que sur la vision de la boîte. Tu as aussi quand même beaucoup de perso, tu vas partager du temps. Il faut savoir si tu veux investir ton temps là-dedans ou pas. Et du coup, ça, tu t'en rendais compte à l'époque déjà que en fait, quand tu rejoins une startup en premier employé, oui, t'as pas la pression d'un fondateur, mais au final, t'es dans un tunnel un peu constant, tu penses tout le temps à la boîte, aux problématiques, t'as beaucoup de responsabilités, donc si tu fais pas le taf, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Tu ouais. t'en avais conscience ou pas trop enfin... J'en avais un peu conscience parce que du coup, je l'avais un peu vécu chez IOLab. Ok. Mais je l'imaginais en fait. Je ne l'avais pas encore expérimenté, mais je l'imaginais. Et surtout, j'en avais beaucoup parlé aussi autour de moi, auprès d'autres personnes qui rejoignaient aussi des projets assez jeunes et qui avaient mon âge, ou même des personnes un peu plus expérimentées. Et je m'étais dit, ok, c'est comme si tu rejoignais un fondateur, enfin, un late fondateur, entre guillemets, et faut s'accrocher, et tu sais que ça va être beaucoup de hauts, beaucoup de bas, que ça va pas être tout lisse, et tu as intérêt du coup de bien t'entendre avec ton équipe, avec l'équipe fondatrice, et de pouvoir les challenger sans pour autant pas te sentir à ta place. Ouais, ok. Donc je savais que c'était important. Et aussi de partager, de célébrer les victoires et aussi de célébrer les défaites. Enfin, tout était important et le fit était là. Donc je me suis dit, ça c'est bon. Et après, le 3e critère, c'était un peu, pour le coup, je pense qu'on a tous des réflexes un peu de VC, c'est de quand même regarder, le marché et un peu le business model. Le BP, en vrai, on s'en fiche à cette étape-là. Ton BP, dans 2 mois, il vaut plus, donc ça sert à rien de regarder le BP. Mais plutôt, marché et business model, ça reste des choses importantes. Surtout que ta rémunération, souvent, c'est quand même en BSPCE. Donc si tu crois au projet, bah, tu as envie que le marché soit porteur et tu as envie que le business model marche. Et puis, si la boîte ne marche pas, en fait, autant ne pas investir. Tu vas investir énormément de ton temps. Ok, tu n'as pas mis ton argent au début dedans, mais ton temps est quand même beaucoup plus valorisé que la somme que tu peux mettre au début dans ta boîte. Donc, tu as intérêt à ce que le marché soit profond et que le projet tienne la route. Et t'as pas regardé dans tes critères, il n'y avait pas les investisseurs? Si, un peu. Après, ils ont levé avec des fonds un peu assez, je vais dire classiques, mais il y avait Kima, French Founders, des business angels assez reconnus, Stéphane Lévy de Labellium, etc. Donc ça cochait la case. Donc ça cochait des cases. Après, ce que j'ai pas fait et ce que je recommande un peu de faire pour d'autres personnes, c'est d'aller parler aussi à ces fonds. Enfin, pas forcément au fond, mais ou alors aux business angels, de leur demander pourquoi ils ont investi, qu'est-ce qu'ils ont aimé, etc. En fait, si tu crois au projet, tu vas être dans cette boîte pendant longtemps. Donc autant aussi faire des rêve calls des invests et des BA qui ont investi, et faire des rêve calls aussi avec d'autres personnes qui ont travaillé auparavant avec ces personnes-là. Ça, je ne l'ai pas fait. Je pense que je recommande de le faire maintenant. Et si je pouvais apporter une reco que moi, je n'ai pas forcément suivi à l'époque, parce qu'il y avait un fit très important et que je m'entendais très bien avec eux, à refaire, je ne sais pas si je reprendrais des primo-fondateurs. Parce que
moi, pourquoi j'ai pas monté une deuxième boîte après ma première boîte, c'est que je voulais prendre de la bouteille pour après plus tard monter ma boîte. Je voulais un peu gagner en expertise et rencontrer plusieurs challenges. Et du coup, en tant que primo fondateur, je les respecte énormément pour ça parce que je trouve que c'est une école mais assez impressionnante d'humilité et en même temps de résilience. Tu te prends des baffes mais un peu tout le temps. Il faut savoir un peu remonter et ouvrir des nouvelles portes quand on ferme d'autres. Mais il nous manquait un peu, je trouve, d'expertise, de connaissances, de comment vraiment monter ta boîte, comment rebondir, comment tester différentes choses, etc. Et on apprenait tous, tout le temps, sur le tas. Mais du coup, tout le monde, les fondateurs, l'équipe fondatrice, les employés après, tout le monde apprenait un peu au fur et à mesure. Et il y avait moins la connaissance déjà emmagasinée par d'autres expériences que des répétitifs founders peuvent avoir quand ils ont déjà créé des business. Ou limite, tu peux rejoindre une équipe qui est primo-entrepreneur s'ils ont déjà peut-être 1 an d'expérience dans leur marché. Et comme ça, tu les rejoins, ils ont déjà des learnings. Ouais, exactement. Toi, tu les as rejoints tout. Moi, je les ai rejoints, j'ai foncé dedans. Je me suis dit, j'adore la vision, j'adore les fondateurs. Allez, let's go, on y va ensemble et puis on verra. Bon, ça a quand même très bien marché. On était là pendant 2 ans. On a fait 2-3 pivots. On est toujours là. Donc, en vrai, sur ça, ouais, très prenant de comprendre sous quel rôle tu arrives chez Pimster et comment ça a évolué jusqu'aujourd'hui. Ouais. Et après, évidemment, les prochaines étapes pour toi, parce que c'est la fin. C'est les nouvelles aventures. Moi, je suis arrivée, du coup, ça fait 2 ans maintenant. Et au tout début, c'était vraiment... il venait de lever. Comment on met en route la machine. Comment on a eu nos premiers clients, on a nos prototypes, on a un produit qui marche à peu près. Ok, comment maintenant on industrialise un peu plus la chose. Et du coup, je suis rentrée en ops là-dessus. À la fois interne, du coup, à la fois tous les process dans les équipes, où on était 4, donc c'est pas non plus des grosses équipes, et à la fois externe, du coup, tout ce qui est process, plus avec nos clients, etc. Et en fait, au fur et à mesure, tu te retrouves à faire tout, parce que je m'occupais un peu, je mettais la main à la pâte là où il y avait besoin, éteindre les feux un peu là où il y a besoin. Donc, tu es vraiment déployé sur plein de BU en même temps. Je pouvais passer de déposer l'API au niveau européen pour la boîte à faire de la QA de développement de produits parce que on n'avait qu'un seul tech et qu'ils étaient en train de développer autre chose. Donc moi, je faisais tout ce qui était QA ou scoping des fonctionnalités. Puis après, m'occuper des clients parce qu'en fait, à droite à gauche, quelqu'un d'autre faisait autre chose et ne pouvait pas s'en occuper. Donc en fait, tu te retrouves à faire un peu tout. Et cette pluridisciplinarité est quand même très intéressante et je pense que c'est ça qu'on recherche quand on est premier employé. C'est pas être cantonné à une seule, ce que moi j'appelle business unit, une seule expertise. Tu as envie de toucher à tout, tu as envie de faire ta main un peu sur tout. Et du coup, j'avais un rôle, après un peu plus au fur et à mesure, une fois que les premiers process étaient mis en place, une fois qu'on avait... Ça sert à rien de mettre des process tout de suite dans tous les cas, il faut aussi tester, essayer. Si ça marche, on met à l'échelle et après, tu fais rouler et voilà. Et une fois que ça s'était mis en place, du coup, j'avais un peu tout ce qui était go-to-market et stratégie avec le CEO, tout ce qui était accompagnement des clients. Je m'occupais aussi de tout ce qui était sales ops pour les sales. Et après, tout ce qui est un peu scoping de fonctionnalités selon les retours des clients et développement du produit, QA, etc. avec les équipes tech et produits. Et après, tout ce qui était plus interne, recrutement, etc. Et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et au bout d'un moment, l'équipe grossit, donc ça, c'est trop cool. Ouais. Et tu te spécialises un peu plus. Et donc là, je dirais au bout de 1 an, un peu moins, l'équipe s'est grossie, on avait recruté des techs, on a recruté des sales, d'autres stagiaires, etc. Et donc, tu te spécialises un peu plus. Là, il faut accepter d'abandonner certains sujets, parce qu'il y avait aussi le marketing que j'avais pris après à ma charge. Et du coup, il faut accepter de laisser un peu certains sujets. Parfois, que t'aimes bien. On a recruté un product manager. Bon, je faisais plus du tout de produits. Et j'adorais ça. C'est OK. Il faut savoir un peu composer aussi avec l'arrivée des nouvelles personnes dans l'équipe. Et voilà. Et du coup, mon poste s'est un peu plus raffiné sur tout ce qui était accompagnement de clients, analyse de données et stratégie go-to-market. Okay. Avec toujours sales ops quand même. Donc là, dans les tâches que tu as listées, tu as, je sais pas, genre 5 métiers différents. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de pas être expert d'un métier du coup Est-ce que tu l'as ressenti et est-ce que c'est aussi pour ça que tu vas dans une boîte un peu plus... Ouais, exactement. Au bout d'un moment, je pense que parfois c'est ce qui se passe pour moi aujourd'hui, c'est que mon appétence pour certaines branches d'activité, tout ce qui est un peu stratégie, accompagnement de clients et data, grossit. Tu te rends compte qu'en fait, tu es bon là-dedans.
t'aimes bien ça et tu peux apporter de la valeur. Et sauf que ta boîte, elle va pas forcément grossir en même temps que toi, ou en tout cas de ton appétence de monter en compétences. Et bah, faut savoir prendre des décisions. Moi, pour le coup, j'ai décidé d'aller après dans une... Enfin là, du coup, je vais rejoindre une autre boîte, Choco, qui est plus en hypercroissance, un peu plus grosse, en scale, etc. Où je vais être vraiment concentrée sur ces activités-là qui m'intéressent. Ok. Et justement, il faut savoir composer entre, au début, tu es hyper content de toucher à tout, tu es pluridisciplinaire, tu apprends partout. Et il faut aussi savoir se former par l'extérieur. Chez moi, un de mes challenges, c'était qu'on n'avait pas forcément toute l'expertise en interne. Et c'est là que tout ce qui est mentoring et communauté est super important. Parce que tu peux pas passer 3 heures de tes journées à te former sur, je vais dire n'importe quoi, mais sur le SEO, sur des questions très produits, sur des... Non, tu peux pas. Faut gagner du temps, faut être efficace, tu réinventes pas la roue. Tu as des gens qui sont experts dans leur domaine, faut savoir se faire accompagner. Comment t'as fait sur ça? Alors moi, j'y suis allée un peu au culot au début. J'ai envoyé sur LinkedIn des messages à des C-level de start-up en disant « Oui, je m'appelle Héloïse, je suis première employée chez Pimster. Si vous ne connaissez pas, voici le lien. On fait ça, ça, ça. Cherche à monter en compétence sur tel sujet. J'ai vu que c'était ton expérience et que tu étais aussi première employée, ou en tout cas dans la team fondatrice. Est-ce que tu veux bien être mon mentor ?» Sauf que ça ne marche pas du tout comme ça. Spoiler alerte, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est un peu comme une relation client, ça se construit. Il faut prendre des cafés, il faut créer ton réseau, il faut rencontrer les gens en personne. Faut créer une complicité en fait pour que la personne elle soit elle va t'apporter du temps, elle va te donner de son temps et du coup faut qu'elle soit sans que ce soit donnant que elle aussi elle va voir un peu son élève grandir et que elle peut avoir un retour plus tard sur investissement. Et du coup faut construire une relation et pour ça moi je recommande aussi pas mal de passer par après les invests qui ont forcément un réseau. C'est tes invests, ils ont envie que ta boîte marche, ils vont te faire rencontrer les bonnes personnes. Et de ce côté-là, moi j'ai eu beaucoup de chance. Du coup, j'ai rencontré Patrice Barbezier de l'ex-CMO de Partout et Guillaume Yafola qui est Sales Ops chez Laka, qui m'ont beaucoup accompagné sur du coup tout ce qui était marketing et Sales Ops. Et en fait, c'est un fast track mais énorme. Ils ont une expérience de dingue. Ils ont déjà expérimenté beaucoup de choses, vécu beaucoup de choses. Ils savent ce qui marche pas, les priorités, etc. Bon bah, faut aussi prendre ce qu'ils connaissent, le challenger si tu veux pour l'adapter à ton business, mais pas passer non plus 3 heures à essayer de te former sur un truc où des gens maîtrisent déjà le sujet. Et après, deuxième levier, communauté, hyper important. Moi, j'ai gagné mais des heures et des heures de... Ça arrivait tard. Hein, ça arrivait tard. Tu avais déjà presque 1 an, même un peu plus de... Alors, déjà, on a créé notre propre commu, parce que forcément, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait avec mes potes qui étaient premiers employés aussi, on ne trouvait pas, et du coup, on s'est dit, bon, bah, ok, créons notre communauté, et puis voilà. On a créé Early Builders, du coup, communauté de premiers employés de jeunes startups, pour justement se challenger, s'entraider, se partager les best practices. Mais je suivais pas mal à l'époque le réseau BON, Business Operation Network, où c'est une mine d'or d'informations, tout le monde répond mais à une vitesse, mais c'est impressionnant. Et en fait, tu gagnes des heures de travail. Au début, tu es trop content, tu galères un peu, tu as un peu un problème et un challenge de budget quand tu es dans une jeune startup où tu peux pas forcément te permettre de payer les gros outils, puis même ça te sert pas, il y a trop de fonctionnalités que tu n'utilises pas. Et du coup, tu vas chercher à créer des petits process et à essayer d'automatiser des trucs en faisant 2 apps. Tu connectes 2 apps, tu es trop content, tu es en mode oui, yes, j'ai réussi à faire un truc révolutionnaire, alors que pas du tout. Tu te rends compte qu'en fait, tu viens de passer 3 heures sur un process que quelqu'un a créé déjà et il aurait pu te donner toutes les best practices en 5 minutes et tu l'aurais mis en 5 minutes. Et ça, c'est un peu la puissance de la communauté où justement, tu poses une question, on te répond, tu l'appliques, ça marche et tu es en mode ok. Au lieu de passer des heures et essayer de créer ton propre truc. Donc tu l'as fait. Ouais, avant Early Builders, tu étais déjà dans d'autres communautés. Bon, ça répondait pas à tous tes besoins. Donc vous avez créé Early Builders. Et là, j'ai l'impression que ça marche super bien. Ouais, on est trop contents. Je fais un peu ma petite publicité, mais on est trop contents. On est une belle communauté. On est une deuxième batch maintenant. Il y a une 60aine de personnes, de premiers employés. Et l'idée, c'est vraiment de à la fois créer des événements privés à la communauté, du coup au batch, où là, ils viennent faire des workshops. On est accompagné par des spécialistes, des experts, etc., chacun dans leur domaine, qui peuvent être des enjeux importants pour les premiers employés de jeunes startups. Et en même temps, on fait aussi des dîners, etc., des rencontres. Et à la fois des événements plus publics, où là, on vient faire intervenir, du coup, des premiers employés de startups reconnus. Aircall, Encoresort, on a eu quoi d'autre ? On a eu Spendex, etc., pour qu'ils partagent leur expérience, comment ils ont grandi après, parce que c'est une grande question de l'évolution du premier employé au fur et à mesure que la boîte grossit. Tu peux te perdre, tu peux plus forcément te reconnaître dans le métier, dans l'équipe. C'est parfois dur de garder sa place, de continuer à se dire que tu peux pas être la pierre angulaire toute ta vie de la boîte.
comment tu évolues en même temps que la boîte, à quel moment tu décides de partir ou pas, quelles vont être tes prochaines missions. C'est beaucoup de questions qui sont un peu aujourd'hui sans réponse, que ça reste des métiers nouveaux, en tout cas dont le nom est un peu nouveau et ça se professionnalise, là où avant je pense que ça existait déjà, mais personne n'en parlait, ou en tout cas il n'y avait pas un nom dessus, quoi. Il y avait pas aussi, je pense qu'il y avait beaucoup moins de gens qui voulaient l'être. Enfin, Oui. c'est toi même, tu vois, quand t'as rejoint Filmster, il y avait une émulation de la tech déjà, il y avait des grosses levées, les gens parlaient des startups et tout, mais beaucoup moins des startups en premier employé. Ouais. Et je pense que dans ta promo d'HEC, bon après toi c'est assez différent parce que tu étais dans le Master X HEC, très entrepreneurial. En tout cas, moi par exemple à Dauphine, personne voulait être premier employé de startup à l'époque. Aujourd'hui, t'en as beaucoup, tu vois. Donc, mais pour ça, je pourrais partager un article que moi j'avais adoré. C'est une ode au premier employé. Et justement, ça montre qu'avant, tout était... on sacralisait beaucoup l'entrepreneur, Silicon Valley, etc. Et en fait, très peu les premiers employés. Ouais. Alors que justement, la funding team, si t'as pas une bonne funding team, en fait, tu t'entoures mal et ta boîte, elle va pas réussir. C'est un peu le truc de A-player... recrute des A-players qui vont recruter des A-players, et si tu recrutes des B-players, ils vont recruter des C-players, etc. Ouais. Et justement, il y a tout ce descriptif du rôle du premier employé, de la place, de l'importance qu'il a dans ta boîte et dans ton business. Comment le valoriser aussi. Il faut arrêter de parfois donner juste peu de BSPCE ou de peu récompenser, que ce soit sur le titre ou sur la rémunération. Non, ils prennent aussi un risque. Ils ont parfois moins les avantages que les fondateurs. Donc, il faut savoir aussi reconnaître sa place dans la boîte et ce qu'il t'apporte et le rémunérer en conséquence. On mettra le lien de l'article parce que je crois que j'ai vu passer. J'ai jamais cliqué dessus. Il faut cliquer. Je te l'enverrai. Peut-être pour finir, prenant d'un petit peu avoir ton retour d'XP. Donc là, tu finis. Ça s'est bien passé au final. Tu rejoins une top boîte. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment après un peu de recul sur ces 2 années d'expérience en tant que premier employé, et c'est quoi les conseils que tu donnerais à des gens qui veulent rejoindre ce type d'expérience, donc déjà pour trouver l'expérience, et après une fois qu'ils sont dedans, tu vois, c'est quoi les points que tu aimerais mettre en avant, si tu as quelques conseils. Déjà, pour un peu comment rentrer dans ce métier, etc., ça dépend beaucoup de la personnalité, donc il faut aussi que ça soit en accord avec les valeurs de la personne. C'est un métier quand même qui est sous stress, un peu sous tension, il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas, il faut savoir un peu gérer tout ça, donc il faut que ça corresponde un peu à la personnalité de la personne. Ça, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui veulent tester parce qu'ils trouvent que c'est dans l'air du temps, et en fait ils se rendent compte qu'au bout de 6 mois c'est pas du tout fait pour eux. Bon bah voilà, faut aussi accepter, c'est pas grave. C'est quel type de personne en général à qui ça plaît pas forcément? Alors je pourrais pas dire, je pourrais plutôt dire l'inverse, à qui ça plaît plus. Ok. Je pense que si on regarde un peu dans la communauté, il y a un peu des dénominateurs communs qui sont, je pense qu'on est un peu tous hyperactifs, qui touchent à tout le temps, qui aiment bien apprendre, des personnes très curieuses, qui aiment bien apprendre de tout, sans forcément se cantonner au début à une expertise. Je pense que justement, il faut aussi bien aimer le risque. Tu rejoins un projet, tu sais pas si ça va marcher, tu sais pas si dans 6 mois il sera encore là ou pas. Et après, je dirais un peu un goût de aventure sportif un peu. Je trouve qu'il y a ces dénominateurs aussi communs dans le groupe, avec toujours un peu cette recherche de l'optimisation, de la perfection, de l'excellence. Et sur ça, pareil, on échange beaucoup des ressources. Et ce que je conseille, un des ouvrages qu'on m'a conseillé de lire et que j'avais adoré, c'était le but de Goldratt. Et le deuxième, c'était la boucle vertueuse de l'excellence de Grandy. Et justement, c'est comment tu composes avec la contrainte de manière générale pour créer des nouvelles choses. C'est un peu le théorème de la contrainte, etc. Et en fait, c'est hyper applicable aux jeunes entrepreneurs et aux jeunes startups et aux premiers employés, parce que tu as plein de contraintes, mais énormément, beaucoup plus que dans des scales, mais c'est d'autres enjeux. Il faut savoir composer avec ça et faire avec ça pour résoudre tous tes trucs, tous tes problèmes. Du coup, je dirais ça comme type de profil. Mes conseils un peu sur le parcours, bien s'entourer, vraiment, c'est hyper important. Pas forcément chercher à vouloir être expert, enfin pas mentir sur son expertise. Les personnes, elles recrutent pas forcément un premier employé pour un domaine d'expertise en particulier.
Justement, ils cherchent plus la pluridisciplinarité, ils cherchent à savoir si tu es résilient, si tu peux être efficace, un peu un A-player, savoir éteindre les feux quand il faut, savoir en même temps être un peu poil à gratter, challenger et remettre en cause les fondateurs ou en question un peu les idées des fondateurs, et en même temps être un peu MacGyver t'arrives à dépiler tes tâches, t'es efficace, et voilà. Du coup, il ne faut pas prôner une expertise en particulier, je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est un peu être pluridisciplinaire et curieux, et après, toujours être soif d'apprendre de nouvelles choses. Et pour ça, mentoring et commu, créer son réseau, c'est très important, ça fait gagner beaucoup de temps. Faut savoir faire preuve d'humilité et de se dire, ça, je sais pas faire, je demande. Et je partage, communiquer beaucoup avec ses fondateurs, etc. Faut pas rester bloqué, en fait. Eux, ils vont le savoir au bout d'un moment, ils vont dire, pourquoi t'es pas venu me voir? Et là, faut se dire, ok, là, je suis bloqué, comment tu m'aides, comment on s'aide? Ils ont peut-être pas la réponse, ok, comment on va trouver la réponse ailleurs? Ça, et après... Ça, c'est des choses que tu as bien faites au sein de Pimster. Ça, c'est des choses que j'ai appris sur le tard. Ok, d'accord. Au début, parfois, tu as un peu envie de bien faire. Je pense qu'on a tous un peu syndrome de bon élève, etc. Tu as envie de bien faire, tu as envie de montrer que tu es là, tu as ta place, tu apportes des solutions. Non, il faut savoir aussi dire je sais pas faire. Est-ce que tu sais faire? Oui, non. Si c'est pas faire, ok. Comment on trouve quelqu'un qui sait faire? Ok. Et il faut pas avoir honte de dire ça, je sais pas faire. Justement, limite, c'est encore mieux de challenger ses idées ailleurs parce que tu penses à des trucs auxquels tu n'aurais peut-être pas pensé, et des nouvelles idées qui viennent, etc. Et après, j'ai oublié ta dernière question. C'était plus les challenges. Tu vois, le gros challenge que tu as eu en tant que premier employé chez Pimster et comment tu penses que ça va te servir là sur Joko? Grand challenge, je dirais, c'était un peu continuer à trouver sa place dans une équipe qui grossit et savoir déléguer. Parce qu'en fait, t'emmagasines tellement de connaissances un peu historiques de tout ce que tu as testé, ce qui marche pas, pour atteindre ton product market fit, qu'est-ce que tu as testé comme proposition de valeur, comme stratégie, etc. Tu as tout cet historique, un peu historien de la boîte, de toutes les portes que tu as ouvertes, que tu as refermées. Tu les gardes, et après, quand ton équipe grossit, déjà, tu abandonnes certains points de ce que tu faisais, ça, faut l'accepter. Et il faut que tu transmettes toute cette connaissance que tu as accumulée, tout en prenant le temps, du coup, de former la personne, ce qui prend du temps si tu veux bien le former et après qu'il soit complètement autonome. Et en même temps, tu as toujours ta boîte à côté que t'accompagne, où tu dois éteindre plein de feux, tu as plein de casseroles sur le feu, et il faut savoir gérer le temps entre il y a l'urgence du business, et en même temps, si je ne forme pas bien cette personne qui vient de rejoindre, et en fait, elle va être inefficace, et je vais perdre plus de temps après à rattraper ce qu'elle a fait, plutôt que si j'avais pris le temps de la former, de bien l'inclure aussi dans les valeurs et la culture de la boîte, tout de suite. Oui, ça, c'était un peu un challenge. Savoir déléguer aussi, je pense que quand tu as l'habitude de toucher à tout au début, d'avoir plein de pôles différents et de tout gérer de A à Z, quand tu te retrouves à devoir déléguer, faut accepter de lâcher du lest en fait. Et ça peut être un autre challenge. Moi, je sais que c'était une de mes axes d'amélioration pour justement se dire, ça, c'est plus mon rôle, juste je supervise. Et puis voilà. Et c'est les mêmes challenges qu'un fondeur. Ouais, mais oui, c'est ça. Et en fait, il faut accepter de se dire que ça, c'est plus toi qui fais en fait. Ça reste, t'as quand même plein de sujets encore end-zone où tu fais concrètement les choses, très opérationnelles. Mais t'as certaines choses qui sont en run et il faut accepter de se dire que t'as plus la main mise dessus, quoi. C'est d'autres personnes qui le font. Toi, t'apportes ton avis ou pas, tu challenges ou pas. Et puis, si c'est pas fait à ta manière, c'est ok, tu testes. Ça se trouve, ça va être encore mieux. Et ça se trouve, tu vas juste améliorer la chose en apportant ton point de vue. Et puis voilà. Hyper intéressant. Ça, et je pense que ça fait déjà... Ouais, c'est pas mal. C'est beaucoup. Après, pendant 2 ans, t'en vis pas mal. Tu vois beaucoup de challenges en même temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Joko? Donc là, c'est la fin de Pimster. Je pense que ça va te faire bizarre parce que c'était très intense, je pense. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter au sein de Joko? C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Est-ce que tu penses aussi à monter ta boîte un jour? Ouais, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter chez Joko? Déjà, de m'épanouir dans cette nouvelle boîte, nouveau job, etc. D'apprendre plein de choses. Moi, j'ai hâte un peu de me prendre une petite claque à la rentrée d'un nouvel écosystème, une nouvelle équipe, des nouvelles façons de fonctionner, une nouvelle culture, etc. Donc, ça va être hyper intéressant. Surtout qu'ils sont en pleine expansion. Là, ils vont aux US. Je pense qu'après, ils ont un peu comme stratégie de s'étendre en Europe. Et je pense qu'un de mes goals en rejoignant Joko, c'est de monter au fur et à mesure et d'ouvrir un pays. Je trouve que c'est un challenge hyper intéressant. C'est un peu comme remonter une boîte sur un nouveau marché. C'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes compétiteurs, enfin la même concurrence. C'est pas forcément parfois le même un peu business model.
c'est un peu revenir aux prémices de premier employé, mais du coup, t'ouvres un pays. Ça, c'est vraiment une case que j'aimerais bien cocher et expérimenter. Donc, je dirais ça, ouvrir un pays. Et puis... Et la boîte, on verra pour plus tard. Déjà, et t'as la pas boîte, mal de on choses verra à pour faire. plus tard. Ouais, je pense que... Bon, on verra de quoi l'avenir est fait, mais j'aimerais bien que Jocos soit peut-être ma dernière boîte en tant qu'employé. Et après, pourquoi pas monter ma boîte dans l'avenir. C'est ce qu'on te souhaite. Je pense que qui sait, peut-être que tu seras investisseur dedans. Potentiellement. Voilà. Si c'est sur du retail, il y a moyen. On a fait Mimbi, je sais pas si tu les connais. Non. Il y a pas très longtemps, c'est une boîte qui permet aux marques d'optimiser leur campagne sur du retail média. Ok. Donc ouais, pas sur Média, pas sur Meta, plutôt sur toutes les plateformes de marketplace un peu nouvelles, genre Carrefour, Darty et tout, tu vois. Ok. Donc c'est des sujets qu'on regarde quand même. Trop bien. Et Louise, merci pour ton temps. Merci à toi. Franchement, tu nous as... de toute façon, à chaque fois, c'est des challenges différents qui ressortent. C'est marrant, hein. On en a déjà discuté, mais autant du post en lui-même que des challenges qui vont sortir. Je pense que tu as autant de challenges que tu as de startups. Ça, c'est vrai. Et donc, hyper intéressant d'avoir ton retour d'expérience sur ça. Ouais. Et comme tu as autant de premiers employés que tu as de startups. Ouais. Mais franchement, je pense qu'il nous en reste encore peut-être 4-5 à faire. Et à chaque fois, ça va être des retours d'expé vraiment différents. Donc merci, et n'hésite pas à nous suivre là sur les autres podcasts. Il y aura certaines personnes de ta communauté. Abonnez-vous à les Builders aussi. Rejoignez la communauté. Je fais ma petite pub. Yes. Merci beaucoup, Héloïse. Merci à toi.